Bah donc voilà, bonsoir à tous. Alors bonsoir Romrek dans le stream a priori, bonsoir King Karo Rumi, c'est un truc qui est, qui est super long. Bonsoir Henri, bonsoir Loki et surtout bonsoir Juju. Donc ce Bonsoir. soir, on sait pas du Cthulhu, mais par contre c'est toujours de l'horrifique. On va jouer maintenant dans l'espace. Et j'ai passé en fait le relais du maître du jeu donc à Julien ici présent. Donc on va jouer sur Mothership, c'est bien ça Julien. Oui, merci. Ouais, on va jouer en effet à Mothership V1, donc un jeu qui est issu d'un financement qui n'est pas tout à fait d'ailleurs finalisé. Euh, et donc oui, donc le but est de conter des histoires plutôt orientées horreur spatiale. En tout cas, dans l'esprit que l'espace, c'est pas Star Trek, c'est pas utopique, c'est pas très mignon. On va rencontrer des gens qui veulent être sympathiques. C'est plutôt un endroit compliqué, difficile, froid et souvent mortel. Attendez. Euh, bon, tout le monde est prêt? Bah Yes, écoute, j'ai taillé mon crayon, c'est bon. Mm. Parfait. on Donc est vous êtes tout oui. tous les trois membres d'équipage d'un navire, euh, voilà, sous le contrôle du barde, qui est le propriétaire du vaisseau, et vous êtes voilà, des contractors. On vous embauche pour diverses missions, que ce soit accompagner une personne, protéger un convoi, explorer un secteur de l'espace, euh, livrer une cargaison, ce genre de choses. Euh, une nouvelle fois, vous vous êtes dit, le barde semble avoir fait des miracles. Un contrat d'exploration financé par l'université d'Idalia Minor. Donc, Isara, l'officier scientifique, était particulièrement enthousiaste à l'idée de cette mission. Elle savourait l'ironie voilà, d'être financé par son ancien employeur, avec qui il a eu des relations et une fin très difficile. Les crédits devaient couler à flot. Largement de quoi prendre du banton sur la station Prosperous Dream, votre lieu de villégiature favori entre les missions. Bon, travailler pour le Bard donne parfois l'impression de pas être tout à fait libre tout de même. Peu de temps pour réfléchir, les opérations succèdent, encore et encore. Bon, tant que ça marche, tout le monde est satisfait. L'équipage suit, les crédits coulent, mais ça ressemble parfois un peu à une prison dorée. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, vous vous souvenez pas vraiment d'une personne qui a quitté de plein gré les services du Bard, à l'exception du vieux Hal, un membre du conseil de bord qui prit sa retraite et dont vous n'avez plus jamais entendu de nouvelles. Mais ce contrat s'avéra bien plus compliqué que prévu. Le secteur que vous deviez explorer était traversé de puissantes anomalies gravitationnelles, rendant la navigation des plus difficiles. De nombreux détours ont été nécessaires pour explorer de multiples planètes qui se sont avérées pour la plupart soit stériles, soit sans ressources monnayables, probablement la conséquence des fortes anomalies gravitationnelles et peut-être du trou noir massif qui se situe non loin. Certaines se sont avérées même dangereuses, avec une faune agressive. Il y a probablement que Xavier et Isara qui s'en sont réjouis. Eux, comme ça, ont pu alimenter leur petite session au MedLab, voire agrémenter de quelques crânes supplémentaires la collection de Xavier. Mais l'espoir de dénicher une pépite, peut-être quelque chose de monnayable, vous a poussé toujours plus loin, aux limites de vos capacités. Les ressources à bord sont sévèrement limitées. Vous avez épuisé carburant, vivres, oxygène, munitions. Presque tout vient à manquer. Le retour vers l'espace connu est maintenant impératif, voire même vital. Même le générateur de saut commence à montrer quelques signes d'instabilité. Bon, c'était un peu déjà le cas au démarrage, mais LDR avait garanti son bon fonctionnement le temps de la mission. Et vous vous retrouvez maintenant, tous ensemble, l'équipage, à vous préparer dans la salle des vestiaires qui jouxte les cryopodes. Et autour de vous, vous voyez des traits tirés, des regards anxieux, de la peur, mais aussi de la frustration. Chacun a son propre rituel pour se préparer au cryo-sommeil. Et donc voilà, chacun devant votre casier en train de préparer vos petites affaires. Et c'est l'occasion, si vous le souhaitez, de présenter vos personnages.
Eh bien, ce soir, donc, dans Mothership, je vais jouer donc Elder Xi, qui a 36 ans terrestres. Donc, quand on serait sur Terre, j'aurais 36 ans. Il est ingénieur de bord à bord de ce vaisseau. C'est un jeune homme plutôt ouvert aux autres, qui va parler beaucoup aux uns et des autres, qui facilite à se faire des amis, mais aussi des ennemis. Donc, disons que parfois peut-être qu'il est trop présent pour certaines personnes qui aiment un peu leur petit coin dans le vaisseau, etc. Mais il a su s'entourer en tout cas des personnes qui sont donc, en dessous de moi, du coup, avec qui il y a quelques liens plus ou moins amicaux, voire de connaissances ou de collègues. Enfin, disons que ça va avec eux deux, au moins. Ce cher Elder est donc très pieux puisqu'il est membre de l'église évangélique solarienne. Donc, pour en gros vous faire qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de personnes qui vénèrent les étoiles, leur puissance, tout ce qu'elles représentent, l'énergie qu'elles dégagent, tout ce que ça amène justement au voyage dans l'espace notamment. Il est du coup très touché lorsque une étoile meurt, ce qui arrive beaucoup dans l'espace. Et il craint l'obscurité, en tout cas, le manque total de lumière, puisque pour lui, c'est le mal, quoi. Puis ça va à l'encontre de son culte. Voilà, ouais, je pense pas plus grand chose que ça. Là, vous voyez la petite photo à quoi je ressemble, hein, c'est un métissé, disons, asiatique, méditerranéen, voilà, on ne sait pas trop, mais voilà. Il y a ces traits-là qui ressortent. Et je ferais bien un accent, c'est rigolo, mais je pense pas que je le tiendrai tout le temps dans toutes les situations, donc je vais pas vous le faire, désolé. Mais bon, voilà, on verra peut-être une prochaine fois. Et voilà pour Elder. Du coup. Alors de mon côté, moi je vais incarner Diem. Donc Diem, c'est une jeune femme avec un regard plutôt volontaire, limite accusateur. Elle est assez athlétique, elle est svelte, vous dire à peu près physiquement, elle a des cheveux châtains qui sont souvent recouverts par une chapka. Vous savez, c'est les grands chapeaux anciennement sur l'ère soviétique. Sachant qu'elle va plus l'aborder un peu comme un signe ostentatoire en termes de provocation. Au sein de l'équipage. Elle occupe le poste de technicienne à bord de ce vaisseau, donc elle est forcément souvent habillée avec une combinaison de tech, et la petite particularité, c'est qu'elle a également une veste où dessus vous allez voir un marteau et une faucille. Encore une fois, un signe qui se dénote par rapport au reste de l'équipage. Elle passe donc la plupart du temps de sa journée, donc je dirais pas à front de cale, mais en tout cas dans la partie machinerie et la partie ordinateur, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Mais avec le temps, vous avez quand même j'ai envie de dire, il y a quelques rumeurs qui courent à son sujet. Comme quoi, elle, dans son passé, elle aurait sûrement rejoint un organisme qui s'appelle le Groupe du Front Ouvrier de Libération, qui est une organisation qui est qualifiée de terroriste par toute la partie conglomérat. Est-ce que c'est uniquement des rumeurs? Est-ce que ça s'avère avéré? Peut-être que nous le saurons dans cette partie. Voilà pour Diem. Zach? Alors moi je vais jouer Zach ce soir, donc Zachary. C'est le profil type d'un ancien militaire, un opérateur, un agent de terrain en fait, très renfermé sur lui-même. En effet, il a quitté ce passé assez dur, qui lui a laissé beaucoup de cicatrices, autant physiques que morales. Il a été beaucoup sous les ordres, il a participé à des opérations d'insurrection, de seek and destroy, d'assassinat, énormément c'est vraiment un opérateur de terrain, quoi. Et aujourd'hui, tout ça, il a eu le recul. Alors peut-être qu'il a travaillé ça, qu'il a fait ce travail alors qu'il était un peu plus jeune, et donc il avait un peu moins de recul sur la vie, sur la vie en général. Aujourd'hui, avec son âge, avec ce passif et avec peut-être le recul qu'il a eu le temps de faire, c'est quelque chose qu'il a décidé de quitter. Et donc maintenant, il est renfermé sur lui-même
renfermé sur lui-même. Il n'est pas introverti, mais il a vu des choses voilà, qui l'ont assez touché et assez fermé pour le reste de ses jours, quoi. Il a vu sa part d'horreur. Aujourd'hui, il est sur ce vaisseau parce que ça lui convient, en fait. C'est beaucoup plus calme comme travail. Ça lui permet aussi d'avoir beaucoup de temps d'introspection, de silence. Il apprécie ça maintenant de plus en plus. Il aime aussi la routine. C'est quelque chose à laquelle il va se raccrocher et qu'il met en place au fur et à mesure. Voilà, pour rentrer dans une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus pas monacale, mais voilà, on rejoint un peu l'idée. Au point qu'aujourd'hui, peut-être que la seule véritable ouverture qu'il aurait, la seule véritable attache qu'il aurait vis-à-vis d'un être vivant, c'est son chien, Juno. Donc c'est un Doberman aux yeux rouges qui possède un exosquelette sur les pattes arrière, une espèce voilà, d'amélioration, et aussi peut-être puisque l'animal avait peut-être une patte atrophiée, du coup, voilà, quelques modifications sur l'animal, mais son chien, on l'entend arriver, on entend ces espèces de pistons hydrauliques s'articuler derrière au niveau de ses pattes arrière. Donc voilà, ça donne une image d'un chien un peu d'enfer, un peu terrible, mais en réalité, c'est l'animal le plus adorable qui existe, en tout cas vis-à-vis de Zach. C'est peut-être la seule vraie relation qui chérit le plus à bord du vaisseau. Et de toute manière, aujourd'hui, dans sa vie en général. Sinon, physiquement, c'est quelqu'un d'assez carré, de très musclé, les muscles sont saillants. Il a peut-être une masse graisseuse proche de zéro. On voit vraiment toutes ses veines, on a l'impression qu'il sort d'une séance de sport. À chaque fois qu'on le voit, il est toujours transpirant. Il sue. Peut-être que aussi l'atmosphère, en fait, dans ce vaisseau, c'est quelque chose voilà, qui supporte de cette manière-là, en fait, et au niveau de sa tenue, voilà, il est toujours habillé avec son petit débardeur kaki assez sale. Ouais, voilà, il est habillé assez classiquement, quoi, comme un militaire, un treillis, débardeur, une espèce de ceinturon, et voilà, on voit les traces de sueur dessus, et puis sa paire de Rangers. Quel pourrait être votre rituel? Alors que là, justement, vous êtes en train de vous préparer à la session de cryo-sommeil, donc qui est un processus qui va vous rendre inconscient, hein, voilà, vous figer dans des capsules pour le temps du voyage dans l'hyperespace. Pas tant pour la question de la durée, mais aussi pour une question de vous protéger des effets du voyage. Parce que quand les expérimentations étaient faites sur ce type de voyage, on s'est aperçu que cette dimension de l'univers, de l'espace, n'était absolument pas compatible avec l'esprit humain, et qu'elle générait des hallucinations et des phénomènes bien trop étranges pour que le cerveau humain le supporte à répétition. Donc on a établi ces processus de cryo-sommeil pour éviter ça. Alors, Diem, en fait, elle aime pas du tout, mais du tout, ce type de process. Donc, vu que c'est quelqu'un qui est assez cartésien, qui encore une fois, qui est très volontaire, elle a envie que ça se termine le plus vite possible. Donc, elle va retirer rapidement ses vêtements, les plier vraiment au carré, les ranger dans son placard, hein, et elle va tout de suite s'allonger en espérant que le process se passe très rapidement, et là, par contre, je pense qu'elle va appréhender encore une fois le réveil. Sachant qu'à chaque fois qu'elle se réveille, il y a une sorte de nausée. Voilà. Mais en tout cas, elle va essayer de faire le plus rapidement possible, sans pour autant prendre des gardes par rapport à ses camarades, ou en tout cas ses camarades, on va dire ça comme ça. C'est un processus solitaire, quoi, tourné sur elle-même. Voilà, exactement. Mais surtout très rapide. Encore une fois, si elle peut se faire cryo le plus vite possible, comme ça, elle passe à autre chose. Voilà. Je pense qu'Elder, il prie, déjà.
en silence. Enfin, peut-être on voit ses lèvres bouger un petit peu. Et il récite des versets liés à ses croyances. On n'a pas trop parlé d'objets de culte ou quoi, mais il a peut-être un médaillon justement, tu sais, avec justement une étoile qui scintille, quelque chose comme ça, ou qui justement il tient ça pendant qu'il prie, avant de la retirer, pareil, retirer ses vêtements. Et on voit sur lui, il a des tatouages de constellations d'étoiles, un peu partout, avec qui englobent son corps, etc. Et lui, par contre, c'est pas qu'il aime, mais c'est un passage obligé, disons, il essaie de se rassurer en regardant les autres, justement, leur attitude. Et il ferait justement à Zachary, qui est peut-être pas très loin, un petit on se voit à l'arrivée, avant de rentrer lui-même dans son caisson. Zachary, quant à lui, il sera assis sur un caisson, en train d'attendre que tout le monde s'installe. Il aura déjà paqué ses affaires, ça prend très peu de place, hein, il a très peu de possessions, il a appris à se détacher de ses possessions de toute manière. Il est renfermé sur lui-même, il se coupe les ongles, il se fait les ongles. On entend le clic de son coupe-ongle et ses ongles volent un peu à droite à gauche par terre. Et on entend son chien qui lèche le sol et qui mange ces espèces de résidus qui atterrissent. Et puis, alors qu'il voit ses compagnons de route se rentrer et activer leur cryogénisation, il entend du coup Elder lui souhaiter bonne route. Il va se lever et de manière très lente se rapprocher du caisson d'Elder, poser une main sur son épaule alors qu'il rentre dans son caisson et l'aider à fermer le caisson. Une fois que tout le monde sera rentré et sera cryogénisé, il fera un dernier check, une dernière vérification peut-être sur chacun d'entre eux pour voir que tout est bien fermé, etc. C'est un peu celui qui est en charge de la sécurité, donc il va faire son travail, vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. En tout cas, il connaît pas la technique, mais en tout cas, voilà, les petits voyants, est-ce que tout est bien vert? Et puis s'assurer qu'il est bien le dernier. Et à ce moment-là, il va rentrer dans son caisson. J'imagine qu'il va d'abord mettre son chien aussi dans un caisson. Et puis il va l'embrasser, très solennel, poser son front sur la tête du Doberman. Le chien pas trop comprendre, mais pas trop comprendre ce qui va se passer, un peu inquiet, mais lui faisant confiance, va se laisser positionner dans le caisson, puis il va fermer le caisson. Ça va s'activer, petit voyant au vert, ça s'opacifie, on voit la fumée rentrer. Et puis à son tour, il va se mettre dans un caisson et puis s'installer et fermer à son tour. Tout à fait, en effet, ouais. Il s'avérait pendant le voyage que l'équipage parlait plus, était un petit peu plus bavard, il y avait des discussions plus sympathiques, un peu animées, mais là, en effet, c'était quand même très très calme. Peu de discussions, peu de mots, sans que les gens étaient pressés en effet de partir en cryo-sommeil et de retrouver l'espace connu. La situation est compliquée, ouais, tout le monde veut retrouver des terres moins hostiles. Et t'as le petit Joseph, le petit dernier, qui n'a pas encore beaucoup l'habitude. En effet, il a mis un petit moment avant de déclencher son processus d'activation du cryo-sommeil. Et à chaque fois, il a ce petit moment d'effroi, là, le petit moment d'oppression. Il est enfermé avec le sarcophage de verre d'acier. T'as sa respiration qui trouble la verrière, qui est à quelques centimètres de son visage. Et ce qu'il trouve le plus terrible dans ce processus, c'est le liquide amniotique de synthèse glacé, qui remplit au fur et à mesure la capsule, et que tu vois comme ça monter, en sachant qu'à chaque fois tu vas devoir le respirer. Et les sensations physiques qui s'estompent, tu perds la sensation de ton corps. T'as un dernier contact avec l'environnement et tu vois, comme Zach l'a bien vérifié, ces voyants orange qui pulsent. Et puis après, les voyants verts qui successivement s'allument, un par un. Et le liquide qui glisse, s'insinue dans la bouche, les narines. Le réflexe d'apnée est désactivé chimiquement, donc tu peux pas te retenir. Et voilà, c'est cette suffocation qui t'étreint quelques instants et le sommeil. Sans rêve, sans sensation, sans rien. Le vaisseau se retrouve silencieux, le saut s'enclenche, et l'Eternum bondit dans l'hyperespace. Après un temps que vous ne pouvez pas vraiment mesurer,
vous revenez à vous. Mais avec des tremblements intenses. Vous êtes absolument transit froid. Vous êtes frigorifié. Normalement, le processus de réveil implique une remontée progressive de la température. Là, vous êtes encore trempé. Le liquide a sûrement été purgé en urgence. Il y a des bruits sourds, répétitifs, qui commencent à percer le brouillard de votre perception. Voilà, la conscience commence à revenir. Vous peinez à ouvrir les yeux et vous voyez qu'il y a une lumière rouge, intense, agressive, avec des flashs réguliers. Et là, à grands coups de stimuli sonores et visuels, on essaye de vous sortir de votre sommeil. Et donc c'est très compliqué, vous avez vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Et ce que vous dites, c'est que c'est pas normal. La situation est absolument pas normale. Vous avez été arraché du cryo-sommeil. Et les verrières s'ouvrent tout en même temps, dégagent une vapeur d'eau. Et l'alerte sonore qui était étouffée par le sarcophage, là, vous perce les tympans. Et donc il y a des étincelles, des gerbes d'étincelles qui jaillissent autour de vous, de la fumée. Et vous apercevez un écran de contrôle un peu au loin, avec des voyants rouges qui clignotent, un véritable arbre de Noël. Donc clairement, notamment pour Elder qui connaît bien ce processus de saut dans l'hyperespace et de propulsion, l'Eternum a dû être brutalement éjecté dans l'espace normal. Est-ce qu'on a un code de sécurité, quelque chose à faire en particulier? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire si ça peut arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Un endroit où aller ou T'as une console, la console que je t'ai décrit, qui est, où tu vois le regard encore brouillé, parce que tu es en phase de réveil. Tu vois qu'il y a tous les voyants rouges, c'est une console de contrôle déportée dans la salle des cryopodes. Tu peux voir à partir de cette console l'état des systèmes, qu'est-ce qui se passe. Et voir les différentes... Difficilement, que tu l'as décrit, dans l'état qu'on est, en titubant, avec cette sensation forte de froid et de réveil, je me dirige vers cette console pour essayer d'aller constater brèche, anomalie et autres, enfin voilà, essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais. Tu vois déjà en première approche, enfin vas-y, Diem, tu voulais... oui, pareil, moi je vais me relever de ce sarcophage ambiant. Je prends conscience que quelque chose clairement ne tourne pas rond. En tout cas, on était stoppé dans notre sommeil. Et quand je vois un petit peu toute cette lumière, un petit peu comme le sapin de Noël que tu as décrit, je prends tout de suite conscience et j'ai les réflexes qui se mettent en action. Donc je vais bondir du sorte de sarcophage, je vais m'habiller très rapidement, mettre les Rangers, et je vais également aller à la console. Donc tu vois qu'en plus des alertes visuelles, tu as l'alerte sonore qui s'était stoppée qui se réenclenche. Tu t'aperçois qu'il y a des Elder devant la console, qu'il y a une brèche au niveau des ponts 1 et 3. Alors, heureusement, les sections sont en train d'être isolées automatiquement. Tu vois quantité de systèmes auxiliaires qui sont mis en sécurité. Ton premier instinct, c'est probablement qu'il y a une forte surcharge énergétique qui a traversé le vaisseau. Vu le nombre de systèmes grillés, il y a forcément une surtension, quelque chose, un champ électromagnétique, en tout cas un phénomène extérieur qui a fait surchauffer quantité de systèmes. Et clairement, t'as pas un très bon pressentiment, parce que t'as jamais vu autant d'anomalies simultanément, quoi. Ça, c'est vraiment un arbre de Noël. Je me balade dans le système, notamment je cherche s'il y a déjà eu des rapports de fait, tu vois, si quelqu'un d'autre a déjà réagi, s'il y a déjà eu des gens qui ont établi des choses, mis à part la fermeture automatique comme tu l'as décrit, si quelqu'un a déjà agi sur le système, tu vois, c'est que quelqu'un a déjà fait quelque chose. En effet, tu vois dans le journal des commandes que Xavier, qui est un android, lui n'a pas besoin de cryo-sommeil. Et donc il est déjà en train d'interagir avec le système et essayer de voir ce qui se passe. Et donc tu supposes même qu'il risque sûrement de vous rejoindre et de voir ce qui se passe avec vous. Est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec lui, genre, un casque, un comlink, quelque chose? T'as un intercom, tu peux très bien avoir, t'as un intercom, tu pourrais très bien le vaisseau. Ouais.
Bah, tout de suite, j'appuie dessus. Xavier, premier rapport. Premier rapport immédiatement. On vient à peine de sortir de notre sommeil. Là, te répond dans le pur style Xavier, j'arrive. Et pendant, je regarde les autres ce qu'ils font, et quand je constate qu'en effet, ils commencent à bouger, bah, je vais m'habiller vite, reprendre mon médaillon, remettre quelque chose sur moi, parce que là, je transite froid, donc j'essaie de vite Et me ouais, ce que tu n'as fermer pas le- forcément vu tout de suite, mais c'est peut-être Zach qui s'en aperçoit le premier, parce que lui avait ce côté voilà, très professionnel, mais aussi un peu attentionné envers les différents membres d'équipage. Et la surtension a dû passer dans la chambre des cryopodes. Et il y a certains potes qui a priori ont été grillés, et malheureusement, sur un certain nombre d'entre eux, assez conséquent, je vois que les signes vitaux sont plats. Dans ce cas, je fais pas ce que j'ai dit, je reste choqué sur le coup, quoi. Je regarde Si ça, tu et je t'en vois qu'il n'y étais a plus de pas signal. perçu du premier abord, tu as tout de suite réagi Mhm. avec l'instinct de l'ingénieur, d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le vaisseau, c'est un peu ton bébé, on va dire. Et c'est vrai que tu peux te retourner à un moment donné et t'apercevoir que tout le monde n'est pas en train de bouger, de sortir difficilement de C'est ça, son cryopode. comme si la caméra était dans mes yeux, en fait, on me regarde, oui, je vois les autres qui sont en train de se lever, et je fixe après ceux qui a plus de lumière, plus rien, et je reste là, choqué, en fait, et me dire merde, il y a des gens sont morts, quoi. Ouais. Tu vois Zachary, tu vois Diem aussi qui émerge de son scaphandre, tu vois Joseph, un des gars de ton équipe, le petit nouveau. Tu as Sims aussi, qu'on appelle Major, qui est le bras droit de Zachary. Pour les autres, par contre, malheureusement, il semble qu'ils ne se, que les cryopodes soient devenus leur sarcophage. Je vais rester comme ça tant que personne, je pense, me réveille, quoi. Je suis vraiment choqué, hein, je regarde ça, et je sais pas quoi faire, quoi. Elder, bordel, qu'est-ce qui se passe? Ils sont... Les signaux, ils ont disparu sur ceux-là, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Xavier arrive, il va nous faire un rapport complet de... J'essaie de me reprendre, je souffle, j'ai pas encore mon médaillon, donc je touche certains de mes tatouages comme ça. Le journal de bord. T'as consulté le journal de bord, première chose? Oui, il y a déjà des portes de sécurité qui se ferment, il y a déjà ce pont 1 et pont 2, il y a eu des brèches, c'est en train de se fermer automatiquement, et comme je le disais, Xavier a fait les premières constatations, il va venir nous renseigner un peu plus. On peut avoir accès à l'historique? Tu me vois, oui, je prends la console, je te regarde. Je vais voir directement, je vais m'en occuper. Et je file sur la première console pour voir si je peux choper un historique, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Pendant que vous discutez, je me réveille. Et peut-être que mon premier regard sera vers mon animal de compagnie, vers Juno. Je le vois se réveiller, je le vois sauter hors de son caisson. Et peut-être glisser au départ, un peu comme un chien qui découvre maladroitement voilà, comment se mouvoir à quatre pattes, debout sur ses pattes, pardon, pour la première fois. Et je le vois tout excité. Il me regarde, il me cherche du regard, il me trouve, et puis il vient s'installer devant moi, s'asseoir, et tout excité, attendant que je gratifie d'une petite caresse sur la tête. Mais alors que je vois que tout va bien pour lui, je regarde tout autour de moi, et j'analyse la situation, en fait. Je vois tous ces voyants rouges qui clignotent partout. J'entends cette alarme. Je vois mes camarades qui sont déjà réveillés, qui ont sauté, qui sont déjà en train de s'activer, qui partent sur les tableaux, etc. Et puis qui sont déjà en train d'analyser un peu tous les autres caissons. Et je regarde moi aussi, et je vois qu'il y a certains caissons effectivement qui ne se sont pas réactivés, et dont les constantes sont restées à plat. Et du coup, alors que mes camarades sont en train de discuter, peut-être que je laisse un peu discuter, je vois qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, je sais pas si je le dis à eux ou si je le dis à moi, ou en tout cas, je vais lancer comme ça. Ok, très bien. On reste calme. Première chose à faire, on analyse la situation. On essaye de faire un point. Et peut-être que du coup, tu vois, peut-être que c'est un peu plus pour moi. Je vais me lever. Et puis, du coup, faire le tour de tous ces caissons et faire le check, du coup, et apprendre, du coup, le réveil de qui a émergé, en fait, et qui est resté. Et puis voilà, je vais me déplacer, je vais être à ce moment-là en train de me déplacer entre les caissons et en train de faire ce check de sécurité.
Très bien. Et vous recevez tous simultanément sur le pad qui sert à recevoir, enfin à échanger entre vous éventuellement, enfin celui qui permet de noter des choses, enfin vraiment le petit appareil à tout faire, et aussi celui sur lequel vous recevez les messages du barde parfois. Et vous recevez un de ces sonnets. Vous voyez que il a dû sûrement ressentir la perte d'une partie de l'équipage, et donc c'est un texte un peu toujours un petit peu alambiqué à sa sauce, mais assez mélancolique. Donc, les rayons du soleil tantôt sont éclatants, et tantôt leur splendeur divine s'obnubile. Toute beauté des choix au bout de peu d'instants, l'accident, le cours des choses la mutile. Mais ton printemps à toi ne se flétrira pas. Tu seras éternel, et jamais la mort sombre ne pourra se flatter de t'avoir dans son ombre. Voilà, vous trouvez ça un peu étrange comme d'habitude, mais voilà, c'est sa façon de s'exprimer. Peut-être d'exprimer aussi sa tristesse de voir partie de l'équipage disparaître. Et quelques secondes plus tard, vous voyez Xavier débarquer, comme toujours, le visage impassible. Très bien, dites-moi alors, qu'avez-vous appris ici? Je regarde toujours dans l'historique, hein. Si je peux remonter l'historique. Oui. Et puis il y a une console, tu me dis... Ouais. L'historique, tu vois, tu peux dérouler juste avant votre cryo-sommeil. Tu vois que toutes les étapes sont totalement standards. Mise en préparation des différents systèmes, refroidissement des moteurs. Tu vois vraiment qu'a priori, toute la séquence de préparation technique est correcte. Tu vois la mise en sommeil de chacun des membres d'équipage. Là aussi, c'est passé de manière tout à fait nominale. L'activation du corps, le moteur de saut, tout s'est passé normalement. Et moi, peut-être tu calcules rapidement. Tu vois qu'au bout de 35 minutes de vol en hyperespace, tu as des lignes incompréhensibles corrompues. Tu vois qu'il y a une défaillance des systèmes qui s'affichent un par un. Tu peux voir que le moteur de saut semble grillé. Son corps est toujours actif, mais toute la mécanique autour, la technique semble en tout cas inopérante. Tu t'aperçois que vos réserves au niveau des systèmes vitaux qui étaient déjà faibles a sûrement été encore diminuées. Rapidement, tu t'aperçois qu'il y a au moins les 2/3 qui ont dû être perdus avec les brèches et les différentes avaries que vous avez rencontrées. Donc la situation qui était difficile, là, tu est devenue critique. Pareil, une partie des soutes ont été éventrées, donc une partie de l'équipement habituel que vous utilisez lors de vos explorations a dû être perdue. Donc, mais les propulseurs standards, eux, fonctionnent. La navigation fonctionne. Les senseurs longue portée sont probablement peu efficaces, mais ceux à courte portée devraient pouvoir fonctionner. Donc il y aura sûrement possibilité de scanner les environs. Voilà. En balayant rapidement les fonctions auxquelles tu as accès, c'est ce que tu peux constater. D'accord. Je présume que moi je reporte directement à Elder, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Je vais en voir en fait si je peux lui transférer toutes les informations sur son pad, qui fera le suivi, je présume, par synthèse rapport de ce que tu as vu, ouais. Exactement, oui. Et j'essaie... Voilà. Et si je peux savoir, j'essaie de chercher de l'origine en fait de la perturbation du code, vu que je suis assez tech par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a été corrompu de l'intérieur, un message qui a été reçu, qui aurait bousillé le système? Donc voilà, pendant que les autres font autre chose, moi j'ai essayé de faire ça. Tu regardes un peu plus longtemps, mais tu pourras sûrement essayer de trouver, en regardant les différents systèmes ou d'autres capteurs, si tu peux retrouver un bout d'information. Ouais. Voilà. Elder, regarde ton pad, je t'envoie tout. Donc, je suis en train de un peu de me rhabiller, je profitais de ce moment où j'étais mis un peu à l'écart. Et quand je vois son rapport, je pense tout de suite aux ressources, qui étaient déjà pas terribles. Et est-ce que sur cet historique, il y aurait justement l'état des ressources actuelles? Est-ce que c'est comme ça fait, ou qu'on doit aller se rendre compte sur place, ou est-ce qu'on peut l'avoir comme ça aussi? Non, tu t'aperçois dans les données que tu as envoyées, Diem, que les ressources sont très faibles. Tu n'as probablement pas plus de 2 à 3 jours de réserve.
en tout ce qui est vital, eau, oxygène. Le carburant est aussi sûrement très faible. Et en termes de le temps qu'on a dormi, on arrive à le savoir? Par rapport, tu Très- vois, le temps qu'on aurait dû et le temps qu'on a dormi, qu'est-ce qu'on en a eu par rapport à 35 minutes. proportionnellement? Proportionnellement, là, c'est très court. Là, Ah, vous bah, à avez peine, à peu près une demi-heure, a priori. Ah oui, Ça, ok, vous d'accord. vous rendez pas forcément compte, mais parce que quand tu es anxieux au sommeil, tu Oui, je n'as veux dire, aucune si les notion du données temps. ils te disent. Mais là, le saut était très court, interrompu, et vous êtes à une distance lointaine. Après, dans quelle direction est-ce que le fait d'être arraché d'hyperespace vous a déplacé à un endroit, enfin, là pour l'instant vous êtes un peu dans l'inconnu, tu sais pas trop, tu te dis dans ce type d'accident, des fois il y a des très grandes surprises en termes de déplacement dimensionnel, donc tu Je suis, as une crainte de dire que vous êtes peut-être perdu à l'autre bout de la galaxie, c'est possible. je suis en train de consulter le pad et cette inquiétude se voit sur le visage d'Elder. Hein, vous le constatez si vous êtes autour, si vous faites un peu attention à ce que je fais. Je suis vraiment pas rassuré, ça se voit quoi. Tu vas finir par sentir une main amicale sur ton épaule. Qui me, Tu la me pousse à reconnais. fierté. Ouais, tu la reconnais, c'est moi, Zach. Dis donc, Elder, tu aurais une idée de ce qui s'est passé? J'ai bien conscience qu'on s'est réveillé bien plus tôt que ce qui était prévu, mais on aurait heurté quelque chose ou... Non, c'est comme une onde qui a traversé le bâtiment et qui a perturbé tout le système électronique et autres. Enfin, peut-être assez lié à ce qu'on a déjà rencontré là, ces soucis, mais Est-ce que je tu te sais s'il montre. va falloir changer la ou réorganiser un peu le temps prévu pour aller à notre point de... Ceci étant, c'est que en termes des ressources du bâtiment, je te montre un peu où on en est. Tu constates toi-même que même si tu connais pas très bien, c'est terrible quoi, au Ouais. niveau des ressources. Ok. Il faut référer tout de suite au plus haut et pas décider-nous, mais il faut faire nos rapports. Il faut vite que je me mette à faire les rapports. Donc, je remets en mode pro, je commence vraiment à me pianoter, faire des trucs, faire mes références. Donc qu'on tu as est dans Xavier une zone, Xavier qui s'est pointé là, qui voit votre petit ménage et qui... Bon, très bien, suivez-moi, en salle du conseil. Je chope ma veste d'uniforme qui était encore là, à côté de moi, et je le suis. Et vous voyez qui tourne les talons et qui se dirige dans le couloir. Moi, je siffle et mon chien rameute tout de suite à mes pieds. Et je veux pas voir les caissons où il y a les gens morts, justement. Je tourne, je regarde pas, justement, quand je passe à côté. Je crois que je Vous continue ma remarquez messe que basse Xavier sur le n'y a chemin. même pas jeté un regard. Ouais. Je continue ma messe basse sur le chemin. Je te demande, mais est-ce que tu as pu voir si on était encore dans une zone de portée, pour l'envoi d'un signal de détresse ou Je suis surtout concentré sur oui, les ressources et le problème, donc une faille pont 1, pont 2, verrouillage automatique, là-dessus, il y a vraiment pas de problème de fuite. Ou plus que ça, mais on va le savoir, j'imagine. Est-ce que je suis habilité à c'est suivre intéressant également de- ou pas? Dans la salle du Pardon. conseil? Est-ce que je suis habilité à y aller? Ou que je suis juste une technicienne, mais... Là, tu vois qu'il s'adressait à tous ceux qui étaient encore... Ok. malheureusement, le peu de membres d'équipage qui restent. Donc, il s'adressait à tout le monde et... Juste avant de partir, est-ce que ma requête que j'ai lancée a abouti? que tu vois pas de défaillance interne au vaisseau par rapport à ce que tu peux... ce que tu as pu rapidement tracer. Mhm. Tu notes des traces dans certains capteurs qui sont liés aux activités électromagnétiques, qu'il y a une sorte de flux d'énergie exotique qui vous a traversé. Tu vois des traces en tout cas d'un type d'onde que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré jusque-là. D'accord. A priori, tu peux supposer que cette trace exotique est probablement à l'origine, en tout cas, peut-être un lien avec ce qui vous arrive. Ok. Avant de partir, je dis juste à Joseph, je lui fais
établis-moi les réparations possibles par ordre de priorité que tu peux détecter tout de suite, qui sont faisables d'ici par réglage ou quoi. Pendant que nous on s'en va, fais-moi ça et tu me préviens sur mon pad quand tu as cette liste et tu me l'envoies, d'accord? Moi, Très bien, chef, très bien. au niveau de mon attitude, moi, je suis plutôt, je suis pas très paniqué. J'ai déjà vécu des situations de stress extrême, surtout dans l'espace. Et du coup, je sais reconnaître quand c'est quelque chose enfin, reconnaître, c'est un grand mot, mais je peux mesurer la situation et me dire, bon, bah, notre vie est mise en danger ou pas. On a un peu de temps et visiblement, là, notre vie n'est pas forcément immédiatement mise en danger. Ce qui veut dire que dans l'espace, c'est quand même bon signe. Et du coup, voilà, je suis pas forcément impacté non plus par la mort, le décès des autres camarades, enfin des autres compagnons. J'ai appris à ne pas m'attacher, ne pas m'attacher aux personnes puisque c'est quelque chose qui m'a coûté cher dans le passé. Et, euh, et du coup, voilà, voilà, je reste concentré, je reste focus sur mon boulot. J'ai un boulot à faire et voilà. Ouais, le temps que, voilà, cheminement de pensée chez l'un, réflexion sur les données qu'il a pu extraire de l'autre, vous arrivez dans la salle du conseil avec Xavier qui est devant vous, qui marche à de bons pas, et donc qui ouvre la porte, qui s'installe. Très bien. Donc, j'ai pu entendre que vous avez commencé à faire quelques vérifications. De mon côté, j'ai aussi fait voilà, quelques scans rapides. Malheureusement, nous trouvons un secteur qui n'est pas cartographié. Notre module qui cartographie les environnements voilà, est perdu. Vous voyez qu'il est un peu d'étude, lui, qui est très, voilà, très impassible et il semble un peu quand même voilà, bizarrement affecté. Malgré son visage lisse et rigide, sentez voilà, un petit pincement la lèvre, un petit clignement d'œil qu'il n'a pas d'habitude. Peut-être un signe de stress, en tout cas chez lui. Donc voilà, nos capacités à cartographier la zone sont plutôt limitées vu les avaries, mais quoi qu'il arrive, voilà, ce secteur ne semble pas avoir été cartographié. Ouais. Disons-le simplement, nous sommes perdus. Bon, quelques espoirs tout de même. J'ai balayé rapidement les environs dès que nous avons rejailli dans l'espace normal et sans que nous soyons au milieu d'épaves. Voilà. D'autres navires se sont échoués dans cette zone. Ça ressemble presque à un champ d'astéroïdes, mais constitué d'épaves de navires. Est-ce qu'on les a identifiés, ces épaves? Est-ce qu'il y a Bon, la le moindre plupart sont signe absolument mortes. Il y en a une qui est à proximité, qui semble avoir un transpondeur qui communique encore un peu. Alors, à courte portée, j'ai relevé la présence d'une signature énergétique assez étrange. Exotique, disons. En tout cas, voilà, ce vaisseau est un vaisseau de recherche archéologique qui s'appelle l'Alexis. Aucun signe de vie, mais le réacteur semble encore opérationnel. Il a basculé en mode basse puissance. Bon, peut-être voilà, une possibilité de trouver des choses intéressantes. J'ai une lecture assez moyenne avec les détecteurs de plus longue portée, mais à une distance certaine et sûrement peut-être un peu de la limite de nos capacités de déplacement, une planète, et autour une lune un peu plus proche. Bon, elle semble minérale, sans atmosphère, mais j'ai détecté quelques traces d'alliage métallique, des traces de champs électromagnétiques et peut-être des signes vitaux faibles. Nous sommes peut-être pas si seuls dans ce secteur. Si c'est possible en technologie, je voudrais projeter genre tiens, l'hologramme ou quoi, les ressources que j'ai repérées. Si on Ouais. a peut-être une table ou quoi qui Ouais, je ouais, partage un truc. tu peux en effet projeter Je des fais choses. voilà l'état de nos ressources. Qu'est-ce que j'y arrive vous?
par rapport à cette dernière, et donc avec le carburant bas, avec le machin et tout ça, tout ça qui est. Mhm. Ouais, il me semble plus que nécessaire de trouver des ressources pour ne serait-ce survivre. Enfin, en tout cas, vous, être biologique. Une idée de la provenance du vaisseau Alexis, d'où il vient, dans une database peut-être? Pas plus d'informations que ça, en tout cas, dans ce que j'ai pu décoder de son transpondeur. Un vaisseau de recherche archéologique. Il semble, si j'en crois les traces de ses traînées suite à son saut, en tout cas, la fin de son saut, ça fait bien quelques semaines qu'il est là. Alors, j'ai peur qu'il va falloir que manuellement on essaye en effet d'avoir plus d'informations en s'y rendant, mais De qu'est-ce toute qui manière, nous sommes nous à court de ressources. Il nous faut forcément soit des pièces, soit de l'eau. On n'a pas vraiment le choix. Et moi, je m'y connais pas forcément, mais ce qui serait bien, c'est que vous fassiez une liste des ressources dont vous auriez besoin, et puis qu'on voit un peu ce qui peut être récupéré, soit sur les épaves, soit sur cette lune à proximité. Et je m'occupe d'organiser le transfert. Très bien. Malheureusement, nos options sont limitées. Si ce n'est ce vaisseau ou la Lune un petit peu plus loin, le reste semble être de la ferraille qui flotte dans l'espace. Alors, je ne sais pas avait dit ce que vous en pensez. Je vais faire nous appel à votre organique, expertise. nous organique sans eau et sans de quoi nous maintenir en vie, on pourra pas faire grand chose. Donc est-ce que la priorité ne serait pas d'aller sur cette planète, bien qu'on ne sache pas vraiment quoi y trouver? Qu'en pensez-vous? Malheureusement, Je regarde un peu. la planète semble un peu loin, mais la Lune est potentiellement atteignable avec les Effectivement. réserves de carburant. Tu le vois qui pianote, qui fait des calculs pour la consommation de carburant, les manœuvres orbitales qu'il faudrait accomplir pour essayer d'atteindre la planète, ou éventuellement la Lune, ou se rapprocher du vaisseau Alexis. Tu vois qui pianote à toute vitesse, à vitesse surhumaine, hein, vous avez un peu l'habitude de le voir. Il fait les différents calculs. Alors, La planète, ça effectivement, semble difficile. Il faudrait entamer à peu près toutes nos réserves de carburant, utiliser la Lune pour faire une catapulte gravitationnelle. C'est risqué, mais possible. La Lune, en gardant une petite réserve, c'est possible. Le vaisseau Alexis est l'option la plus simple, mais on trouvera au mieux que des pièces et éventuellement peut-être du carburant. Pour le reste, on ne sait pas. C'est là le choix qu'on a à faire. Le problème étant qu'on ne sait pas quoi trouver sur la Lune, quoi trouver à bord de ce bâtiment en termes de ressources. Donc ça va et être moi, je rejoins assez l'avis de notre camarade Landroid. C'est effectivement en situation en situation dégradée comme ça, effectivement, on aurait tendance à penser que les ressources vitales seraient les choses les plus importantes à aller rechercher. Maintenant, si on va sur cette lune et qu'on se retrouve bloqué là-bas et qu'on puisse pas repartir, de toute manière, nos ressources vitales vont s'épuiser au bout d'un moment. Donc, je pense que la priorité serait plus d'aller récupérer, de voir, vous faites vos calculs pour voir un petit peu au niveau du rationnement ce qu'on pourrait faire pour tenir, et peut-être plus d'aller chercher du carburant, ou en tout cas ce qui nous permettrait de repartir, de réparer ce qui nous permettrait de repartir, puisque de toute manière, qu'on ait des vivres, on pourra pas décoller. Diem, est-ce qu'on pourrait sélectionner des endroits du bâtiment plus obsolètes et puis diriger l'énergie où on a Isolé. vraiment besoin? Oui, bien sûr. On pourrait peut-être faire ça, isoler les endroits où on pourrait Et au pire, on se peut très bien trouver, déjà faire un premier saut sur le vaisseau Alexis. Et si jamais on Oui. ne trouve rien, poursuivre sur la Lune. Mais je vais déjà m'atteler à isoler les parties. Juste une question purement technique. Tous les camarades qui sont décédés, vous voulez en faire quoi? On peut pas les laisser comme ça, je pense. Je regarde mes pompes quand tu me poses cette question, je suis un peu mal à l'aise. Alors je me tourne vers Zachary. On peut décemment pas laisser les corps
pourris sûr. dans les Est-ce dans les qu'on a, pods. est-ce qu'on a une chambre froide? Enfin, c'est pas. Est-ce qu'on a assez. Je pense qu'il faudrait les mettre dans une chambre froide. Dans la chambre froide. Tu as des On va frigos à conserver bord, tu as les. des salles. Ouais. On va conserver les corps au maximum. On va éviter qu'ils se dégradent. On va éviter aussi les infections qui pourraient arriver. Un corps qui pourrit, c'est pas forcément optimal, surtout dans un endroit renfermé comme celui dans lequel on est, avec potentiellement le système de filtration à air qui est peut-être dégradé aussi, on sait jamais. Donc moi je considère que le plus sage serait de les mettre dans la chambre froide, au moins c'est hermétiquement isolé, et puis on avisera après par la suite. Est-ce que les Concrètement, on modules est combien dans de... le vaisseau encore en vie? Il y a vous trois, Mhm. Joseph, Major et Isara, l'officier scientifique aussi, Et le chien. et Juno. Est-ce que les modules de transfert ont été endommagés ou est-ce qu'ils sont toujours viables? Les modules de transfert. Enfin les petits vaisseaux pour se détacher pour aller Les sur un navettes, autre. quoi, ouais. Ouais, les navettes, ouais. Ah, à bord, tu as une navette, en effet, Mm. courte portée, qui sert en général justement à aller sur. Qui a une propulsion spatiale limitée et après des moteurs atmosphériques pour naviguer sur une planète ou qui en l'occurrence a une atmosphère. Oui, ça, elle est a priori, en tout cas dans la log technique, vous voyez qu'a priori elle est toujours viable, Intact, opérationnelle. Zachary, je n'aurais pas l'ordre à vous donner, mais peut-être que c'est plus dans vos domaines de compétences de transférer ou d'organiser la gestion des corps. Et moi, je vais déjà faire un petit scan, savoir à peu près combien de temps on peut. Je vais m'en occuper, t'en fais pas. Ok. Personne n'aura à y toucher ici. Bon, je vais ramasser le matériel qu'on aura besoin si on va sur ce vaisseau. Avec Bien. Xavier et Kila qui opine du chef. Très bien. Donc Elder essayait de rassembler la liste des choses qui seraient nécessaires pour éventuellement retrouver un certain degré d'autonomie du vaisseau. Zachary, bien compris, vous occupez de nos défunts. Très bien. Diem, oui, assistez au mieux Elder et regardez aussi pour la navette. Éventuellement vérifier qu'elle soit tout de même opérationnelle si. Je vais essayer de faire tous les paramétrages possibles, en tout cas pour que l'opération se déroule bien. Oui. Pour le transfert je sais que vous avez certaines compétences en matière informatique. Essayez de voir si vous pouvez réfléchir à une solution pour que l'Alexis nous permette de transférer son carburant, si toutefois il lui en reste. Parfait. Ce qu'il te suggère, en fait, c'est que quand tu vas docker sur une station, tu as des protocoles qui s'échangent. D'accord. Donc, il dit au vaisseau de préparer les vannes, etc. Toutes les transferts. Qui vont bien pour le transfert de carburant, l'électricité, etc. Ok. Donc, en gros, si toi, tu peux essayer de tromper l'Alexis pour lui dire tiens, tu vas te docker et donc voilà, ouvre les systèmes et prépare les systèmes pour transférer du carburant. Enfin, en tout cas, c'est ce que Ça cet devrait être dans esprit, mon domaine de compétences, je pense. cet esprit inhumain te suggère en tout cas. Ok, ça me va parfaitement. Je quitte la table en disant un truc que je dis souvent, que les étoiles nous guident dans des ténèbres. Et je quitte la table. Et la salle de réunion. Très bien, vous pouvez disposer. Par contre, je vais pas aller tout de suite me demander ce qu'il m'a demandé de faire. Je vais aller à ma cabine. Si c'est possible d'y aller. Oui. Et une fois que j'y suis, me retrouver devant mon petit hôtel qu'il y a dans un coin. Et là, je pense qu'il va à genoux, se laisser tomber devant déjà un moment, tu vois, et prendre un temps tout seul, quoi. Juste avec le son de l'espace, quoi. Et petit à petit, il va allumer des petites lumières, en fait, qui représentent les gens qui sont partis.
chaque fois, il va en poser une en fonction des nombres de personnes et va prier, là. Va demander miséricorde à ce qui nous arrive, d'être guidé par les étoiles, qui nous montrent le chemin, qui nous aident. Voilà, il va prendre ce petit temps, qui va bien durer 5-10 minutes. Hein, vous n'allez pas me voir, vous savez pas où à moins que vous m'ayez vu partir ou vous me connaissez un peu. Vous pouvez vous douter où je suis, mais je vais vraiment partir 5, 10, peut-être même un quart d'heure et venir au bout de ce temps, comme si trop de rien n'était, et en essayant de venir sans qu'on me voie revenir. Bon, je suis pas très doué pour faire ça, devenir être un peu discret, donc je viens, je suis un peu, voilà, je suis comme si je faisais un truc, mais bon, clairement j'arrive où vous êtes, quoi. Moi, pendant ce temps-là, on entend dans la salle principale où il y a tous les sarcophages qui sont ouverts, on entend glisser quelque chose lourdement sur le sol. Et on me voit, en fait, j'ai été chercher un grand drap et sur lequel je dispose 2-3 corps. Et je tire un peu ça comme une hotte, tu vois, et je traverse les pièces, en fait. Je traverse la pièce en direction de la salle des ressources, enfin du frigier, enfin de la salle de congélation. Et donc je tire ces corps et derrière il y a mon chien qui suit, en fait. Donc je les tire lourdement, hein, c'est assez long, on n'entendait pas lourd. Et on voit mon chien derrière qui suit et qui lèche les pieds des cadavres, limite amusé, en fait, alors que je suis en train de traîner ça sur le sol. Et puis je dispose, on m'entend, on me voit plus une fois que je suis dans la salle frigorifique, mais on entend que je fais de la plage, des places des cartons, je déplace peut-être des caissons, des trucs pour organiser un petit coin. Et puis je commence à superposer certainement les corps dans un coin. Et comme ça, je fais des allers-retours, en fait, avec ce drap sur lequel je dépose les corps. Et j'en ai combien, on disait? J'en ai une vingtaine de corps, à peu près? T'en as 18. 18. Ah oui. Ok. Donc il y en a pas mal, du coup je vais entasser comme je peux d'un côté. Je vais peut-être même les asseoir, en fait. J'imagine que la mort est récente, du coup ils sont pas forcément encore hyper rigides. S'ils le sont, on va peut-être entendre des petits cassements. Peut-être que je vais casser, enfin, tu sais, je vais essayer de plier des membres, en fait, pas plier dans le mauvais sens, mais replier un genou, etc., pour essayer de faire de la place, parce que 18 personnes dans une salle frigorifique, ça fait quand même pas mal de monde. Du coup, je vais, on entend peut-être des petits bruits de craquement, alors que j'essaye d'entasser tout le monde là-bas. Je le fais. Ça, moi, je fais exprès de parler avec Joseph, tu vois, mais je le fais. Je le fais dans un silence vraiment le plus total, de manière très respectueuse quand même. C'est quand même c'était des êtres vivants et je respecte la vie énormément, en fait. J'ai quitté, moi, ce côté service action, etc., pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus de moins orienté mort, enfin tuerie, etc. J'ai beaucoup plus d'estime pour la vie et du coup ça me peine quand même, en fait. Donc je le fais respectueusement, en fait, dans la salle. Je suppose que les autres le savent. Je suis une brute, mais j'ai quand même, voilà, j'ai une certaine empathie envers l'humanité et envers les êtres vivants. Donc voilà.